Alors, nous voici ou nous revoici, je ne sais pas exactement, mais Il est tôt. donc en tout cas, on recommence donc ce direct et on a le plaisir donc de recevoir Émilie Kerbalak. Donc bonjour Émilie, Bonjour et merci de me merci, recevoir. merci à vous également. Donc alors en fait voilà, on vous souhaitait on souhaitait vous recevoir parmi nous pour vous donner l'occasion de nous présenter un peu vos ouvrages, donc que vous présentez aux Imaginales. Donc déjà, je vais vous laisser peut-être vous dire un petit mot pour vous présenter auprès de nos auditeurs. Je suis pas douée pour ça, mais bonjour. Donc je m'appelle Émilie Kerbalek et j'écris depuis quelques années. Je suis l'autrice d'une vingtaine de nouvelles dans les domaines de la science-fiction, fantastique, assez peu de la fantasy, et de 2 romans, Les Oubliés du Shtar et Quitter les monts d'automne, qui est sorti à l'automne 2020 chez Albin Michel. Ok. Ah, donc vous avez écrit pour l'instant que 2 romans alors, à l'heure actuelle. Je suis un bébé auteur. Et du coup, c'est vos premières Imaginales alors Alors non, c'est pas la première fois que je viens. Je viens en général chaque année ou presque en tant que festivalière, mais c'est la première fois que je viens pour présenter mon travail. D'accord. Et c'est vrai que c'est un grand honneur, donc je dis merci à toute l'équipe qui me reçoit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un esprit assez spécifique aux Imaginales, donc autant festivaliers qu'en auteurs, que les auteurs aiment vraiment venir à ce festival. C'est un lieu déjà où on se sent bien, on se sent vraiment en sécurité. On fait plein de rencontres géniales et puis c'est un festival qui est assez unique en son genre parce que toutes les littératures et même les expressions, pas que la littérature, je crois, sont représentées, de l'imaginaire sont représentées. Il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, il y a de la fantasy et tout plein d'animations autour. Donc, oui, c'est vrai que c'est très divers. Il y a une âme très particulière ici. Ouais. Et puis il y a une super équipe technique aussi qu'on salue. Hein, je veux dire, d'une manière générale, l'équipe du festival aussi, qui est vraiment très présente, qui nous a aussi beaucoup aidé pour les directs, pour tous les problèmes qui peuvent arriver, et ainsi de suite. Ils ont toujours été très disponibles et semblent très disponibles aussi pour les auteurs. Donc on les remercie aussi en passant. On est complètement chouchoutés. Merci. Et alors, je vous propose de nous parler un peu, justement, de Quitter les monts d'automne, votre dernier roman. On voit bien la couverture. Alors, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire, peut-être, déjà, pour commencer? Oui, un peu donc le contexte. c'est un roman qui s'inscrit dans le genre du planète opéra, on va dire. Et donc, l'histoire se déroule sur une planète imaginaire qui s'appelle Tassai. Et c'est l'histoire de Kaori, qui est donc une jeune fille qui naît dans une région reculée en fait d'un continent sur cette planète, les monts d'automne. Enfin non, c'est pas là qu'elle naît, mais c'est là qu'elle vit. Et elle est danseuse dans une troupe itinérante d'artistes itinérants dirigée par sa grand-mère. Et à la mort de sa grand-mère, une spécificité de ce monde, c'est que l'écrit est interdit. Voilà, pour des raisons politiques, on imagine. On ne sait pas très bien au début du récit. Et donc, à la mort de sa grand-mère, elle découvre dans ses affaires un rouleau de calligraphie, objet interdit par excellence. Et évidemment, comme elle est un peu têtue et pas très sage, et curieuse, enfin, qu'elle a besoin aussi d'avoir des réponses en fait, sur ses origines, sur qui elle est, etc. Elle va conserver ce rouleau au lieu de s'en débarrasser vite fait et quitter les monts d'automne justement pour partir en quête de réponses. C'est là que les ennuis commencent pour elle, c'est ça? C'est là que sont les ennuis et puis une quête en fait initiatique en fait. Okay. Et du coup, on sent beaucoup d'influence du Japon dans vos écrits, de l'Orient ou de... Alors, en fait, pas dans tous mes écrits. Les Oubliés du Shtar, qui est mon premier roman, on ne sent pas du tout cette influence-là. Et dans mes nouvelles, je peux aller puiser mon inspiration ici et là. Il n'y a pas vraiment d'exclusivité sur l'Orient ou le Japon. Mais pour quitter les monts d'automne, oui, j'ai eu envie, j'avais besoin de me plonger un petit peu dans cet héritage culturel. Donc je l'ai fait à ma façon en imaginant un monde japonisant qui fait penser au Japon
d'autrefois, médiévale, qui n'est pas le Japon, mais où, quand on est amateur un peu de cette culture, qu'on a regardé un peu des animés ou lu des livres, etc., on sent, enfin voilà, on va reconnaître des références, des images, des décors, des ambiances. Parce que vous avez des liens avec le Japon, en fait ou... Oui, j'y suis née. En fait, ma mère est japonaise et mon père français. J'y suis née, D'accord. j'ai passé mon enfance. Ok. Et peut-être comme Kaori, j'ai dû quitter mes mondes d'automne à moi. Et pour la France. Le Japon vous manquait un peu. Le Japon me vous avez- manquait beaucoup. Et au moment où j'ai commencé à l'écrire, je le cache pas, le Japon me manquait et j'ai eu besoin de recréer cet univers-là. Ça se sent en fait un petit peu. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'un peu particulier en fait. Oui, et puis j'ai mis vraiment l'accent sur l'immersion, en fait, vraiment pour avoir l'impression de vivre dans ce monde. Et j'avais aussi une question un peu aussi, toujours par rapport à quitter les mondes d'automne, et après on pourra peut-être discuter aussi de vos nouvelles et des oubliés du Shtar. Vous pouvez un peu nous expliquer vos influences dedans, et en particulier, qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'utiliser comme point de départ de l'histoire le fait que les livres soient interdits? Est-ce que vous vous référez à quelque chose en particulier ou qu'est-ce que vous aviez envie justement de En fait, dire j'avais envie de raconter une histoire de mémoire transgénérationnelle et qui est sur des lignées féminines. C'était vraiment le désir que j'avais au début. À cela s'est greffé en fait l'idée d'un message caché qui serait transmis, mais dont on serait pas tout à fait conscient, enfin, en tout cas qu'on ignore et qu'il faut découvrir. Donc c'est un petit peu le fil rouge de la quête de Kaori. Parmi les influences qui ont nourri en fait cette histoire, il y a un roman de la littérature classique japonaise qui s'appelle Le Dit du Genji, dans lequel je me suis plongée en fait avant de me lancer dans l'écriture. Et je pense qu'on sent l'influence vraiment de cet écrit. Donc c'est un roman un petit peu particulier, Le Dit du Genji. Ça a été écrit autour de l'an 1000 par une femme qui s'appelle Murasaki Shikibu. C'était une courtisane en fait à la cour de l'empereur. Elle était au service de l'une des deux impératrices. Okay. Et elle a écrit une espèce de roman feuilleton avec les péripéties d'un prince super séduisant qui fait tomber toutes les femmes. En fait, je vous interromps, désolé, mais en fait quelque chose qui m'interpelle un tout petit peu, c'est que c'est vrai qu'en Europe, les femmes qui écrivaient, ça a été assez tardif. Et donc, en tout cas, au moins sur le fait qu'elles assument leur féminité, parce que parfois elles écrivaient, mais elles devaient se faire passer pour des hommes. Et là, vous nous dites qu'au Japon, cet aspect-là était plus libre ou pas par période? Alors, c'était vraiment une période très particulière. Alors, pour cela, je me réfère quand même à ce que je dis. Ça se base sur les écrits et les résultats de la recherche d'une enseignante que j'ai eue moi à la fac, okay. Une dame qui s'appelle Jacqueline Pigeot, qui connaît très bien la littérature classique japonaise et qui a beaucoup écrit sur les femmes écrivains de cette époque. Elle a même écrit un livre qui s'appelle L'âge d'or de la littérature féminine, Suheian. Et en fait, c'est une époque très particulière au Japon. Il y a la culture aristocratique à la cour était florissante. Et pour des raisons politiques, en fait, il fallait que les femmes aient un certain niveau d'éducation, qu'elles arrivent à composer des poèmes, à peindre, etc. Parce que, en fait, tout ça, c'était pour servir finalement les buts des hommes qui étaient au pouvoir. Ouais. Mais quand on mariait sa femme à un homme important, on pouvait bénéficier d'une promotion, etc. Il y avait des jeux comme ça politiques, ce qui fait que les femmes ont bénéficié d'une éducation assez poussée. Voilà. Certaines pouvaient être très érudites. Et donc, forcément, du coup, elles ont eu un espace pour s'exprimer et elles ont beaucoup composé de la poésie, des waka notamment, et elles ont écrit. Donc, on a 2 noms qui sont restés, qui ont été transmis à la postérité. Donc, Murasaki Shikibu avec Le Dit du Genji. Parfois, on entend que c'est le premier roman, en fait, même de la littérature mondiale. Et en tout cas, il a été repris ensuite par la postérité au Japon comme étant le premier roman écrit dans la langue japonaise en particulier.
parce que autour de l'an 1000, la noble littérature, la haute littérature, ne s'écrivait pas en japonais, mais en chinois ou en sino-japonais. Et les femmes qui n'étaient pas censées connaître le chinois s'exprimaient en japonais. Dans une écriture un petit peu... et donc le Di du Genji est écrit en japonais aussi, en écriture phonétique en fait. Donc c'est vraiment très particulier. C'est passionnant. Et donc cet âge d'or a duré, c'était sur 2-3 siècles autour de l'an 1000. Et puis ensuite on est passé à la période, à l'époque des seigneurs de guerre, etc. Et d'après Jacqueline Pigeot, là les femmes elles se sont tues, ou en tout cas si elles ont écrit, leurs écrits sont complètement tombés dans l'oubli, et ça pour de nombreux siècles, jusqu'à ce qu'au 19e siècle apparaissent à nouveau des femmes qui commencent à écrire. Et, voilà. Parce que même au XXe et XXIe siècle, la place des femmes au Japon, elle semble un peu plus complexe qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. C'est une société qui est très dure pour les femmes. Et on s'en rend pas compte en fait quand on regarde les choses d'ici, de France, à quel point on a de la chance. Les combats qui ont été menés depuis le siècle dernier ont amené de grands changements dans la société. Au Japon, les mentalités évidemment, ça évolue, hein. Les choses changent. Même récemment, en fait, depuis MeToo, il y a des choses, il y a des frémissements, mais c'est quand même une société très dure. Mais néanmoins, quand même, les femmes, évidemment, aujourd'hui, elles peuvent s'exprimer, hein, dans les arts, les lettres, etc. Mais ça reste quand même... c'est le statut de la femme au Japon, c'est difficile. Alors, du coup... D'ailleurs, à ce sujet, il y a un numéro du magazine Tempura. C'est un super magazine pour ceux qui s'intéressent à la culture et à la société japonaise, Tempura. Les articles dedans sont d'un très bon niveau. C'est écrit souvent par des journalistes ou des universitaires. Et là, le Tempura de ce trimestre-ci, c'est consacré à la femme japonaise, et on y apprend des tas de trucs sur l'histoire du féminisme au Japon. C'est super intéressant. Et justement, par rapport à la langue japonaise, est-ce que, c'est juste une petite question comme ça qui me vient en discutant, mais auquel je n'avais pas pensé, mais est-ce que votre roman, vous souhaitez le traduire en japonais? Parce que du coup, est-ce que vous pensez ça pourrait être pertinent, ou est-ce qu'il pourrait intéresser un public japonais, ou quel est leur rapport même au Japon par rapport à la fantasy, ou est-ce qu'ils connaissent un peu même la création fantasy européenne Je pense qu'ils connaissent la création fantasy européenne, hein, oui, ça c'est sûr même. Okay. Par exemple, le studio Ghibli, il s'est vachement inspiré d'écrits de Jules Verne ou d'Ursula Le Guin pour certaines de ces histoires. Oui, non, ils connaissent, bien sûr. Par contre, mon roman, je ne sais pas, je ne saurais vraiment pas dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il est écrit à la manière française. C'est écrit en... même si j'ai inventé un univers japonisant, j'écris comme une française. C'est pas du tout une sensibilité japonaise qui s'exprime là, même si l'héroïne a des aspects qui sont différents d'une mentalité peut-être occidentale moderne, qui peuvent surprendre d'ailleurs. Je n'écris pas comme une japonaise, j'écris vraiment, c'est un roman français. Et vous écrivez jamais en japonais en fait? J'ai pas le niveau pour écrire en japonais. D'accord. Ou même dans votre manière de penser, parce que vu que vous avez grandi au Japon, vous n'avez pas parfois envie d'essayer de structurer parfois différemment votre écriture, et on va dire partir sur une manière plus japonaise? Vous avez déjà essayé? J'ai essayé de manière expérimentale. J'ai écrit en français une histoire de science-fiction qui s'appelle, j'ai oublié le titre, mais elle va sortir à la fin de l'année dans un géant rouge. Et c'est une histoire qui parle encore une fois de souvenirs et de mémoire, et j'ai essayé de l'écrire à la manière japonaise, et c'est de l'anticipation qui se passe dans le Japon moderne contemporain. Et j'ai tenté de faire comme si c'était un ou une japonaise qui racontait une histoire, donc avec un mode narratif, des ressorts narratifs peut-être plus... Une manière un peu condensée, mais qu'est-ce qui serait, s'il y avait une ou deux grandes différences fondamentales dans la manière de narrer une histoire entre une manière, on va dire, française et une manière japonaise, vous sauriez nous dire? Je pense pas qu'on puisse généraliser. C'est tellement... Il n'y a pas vraiment quelque chose de vraiment typique, quelque chose qui... Je crois qu'on ne peut pas généraliser, parce que les formes d'expression sont tellement variées en fonction des auteurs, en fonction des courants littéraires ou artistiques dans lesquels ils s'inscrivent.
mais peut-être qu'il y a une sensibilité. Le non-dit culturel qui est derrière chaque écrit, c'est quelque chose qu'on peut sentir. Et quand c'est un occidental qui va écrire sur le Japon, on sent que c'est pas japonais. Et quand c'est un japonais, on sent que c'est japonais. Enfin, c'est des choses non dites en fait, qui percent à travers le texte. Parce que sur le plateau, on est plusieurs grands fans de Haruki Murakami. Donc en particulier J'aime François beaucoup, qui est aussi. derrière l'écran et moi aussi. Ça fait des jours et des jours dans la voiture, on parle que de Haruki Murakami. Je vais dire un truc sacrilège, mais une fois je discutais avec une amie japonaise, mais qui vit en France depuis des années, donc elle est bilingue totalement, mais elle a grandi là-bas, etc. Et elle m'a dit, mais Murakami Haruki, il écrit super mal. En japonais, c'est moche à lire. Ah oui. Elle me dit, il y a un boulot de traduction génial qui a été fait, vous avez de la chance, vous les Français. Je dis, ah bon. Ah, c'est intéressant. Alors, vous pouvez nous dire peut-être un petit mot sur les oubliés du Shtar? Et peut-être que François peut aussi nous indiquer, parce qu'après, vous avez proposé de nous faire une petite lecture. Et parce qu'il y a aussi, je vois qu'il y a aussi Sam Cornell qui vient d'arriver. Peut-être nous dire, François, combien de temps quand est-ce qu'on lance la lecture, tu nous diras un petit mot? Bah, là, on est 23, on a pris quelques minutes de retard, donc Ok. on Bah, je Ouais, vais... à moins, je pense qu'à... Ok. Ouais, bah, ça finira à 30. Ouais. Ouais, et donc, du coup, ouais, bah, alors, du coup, on vous propose, effectivement, vous avez proposé en amont, si vous pouvez nous lire un petit mot des Quitter les monts d'automne. Et, ouais. Du coup, je vais vous lire un passage qui évoque justement, si vous êtes d'accord, hein, Bien sûr. qui évoque un personnage récurrent dans l'histoire qui apparaît à travers les songes et les rêveries de la narratrice et qui, moi, m'a été inspiré par Murasaki Shikibu, justement l'autrice du Dit du Genji, avec des images, etc. Voilà, Bah, c'est parfait. d'une princesse du temps ancien japonais. Ça marche. Cette nuit-là, je rêvais de la dame en mauve. Dans un palais lointain, des princes festoyaient. Ma mystérieuse courtisane servait une coupe de liqueur à un noble coiffé d'une calotte noire et revêtu d'un mantelet de brocart aux couleurs de l'automne. Ses longs cheveux sombres avaient glissé sur ses épaules et voilé son visage, dont on ne distinguait que la pâleur. Agenouillée un peu en retrait, elle attendait que l'homme eût vidé sa coupe, ses mains délicates serrant le flacon de vin du bout des doigts, avec la grâce d'un cygne. D'autres courtisanes s'affairaient auprès d'une compagnie masculine déjà passablement ivre. Comme il faisait très chaud, l'une d'entre elles alla ouvrir les panneaux tendus de papier de riz qui donnaient sur la véranda. « Mauve, Mauve !» appela-t-elle. Après une légère hésitation, voyant que l'on ne faisait plus attention à elle, Madame s'esquiva. La nuit d'automne était fraîche, emplie de senteurs de bois humide, de feuilles et de terre. Elle respira longuement cet air parfumé, essayant d'oublier le vacarme et la grossièreté des convives sous l'emprise de l'alcool. Elle n'aspirait qu'au calme de sa retraite, dans les appartements attenants à ceux de l'impératrice en titre, au service de laquelle elle était attachée. « Allons, murmura-t-elle après une brève hésitation, le moment est peut-être venu de nous retirer. » Elle s'apprêtait à se glisser hors de la salle surchauffée lorsqu'on l'appela à grands cris. On réclamait du vin et de la poésie. « Mauve, quand donc cesseras-tu de nous faire languir ? Mauve, nous voulons la suite des aventures de ton prince. » La requête émanait du grand ministre impérial en personne. Toute la tablée surenchérit aussitôt en un concert de vociférations, et le vacarme devint tel que le petit groupe de frondeuses dut, bon gré mal gré, revenir remplir les coupes vides. Madame était contrariée. Le bruit, les cris, la vulgarité des hommes l'écœuraient, mais elle ne pouvait s'y soustraire. Il lui fallait sourire, et sourire avec grâce, car c'est ce que l'on attendait de sa fonction. Il y a encore un peu de temps ? Quelques minutes. Ok. La scène s'estompa. À présent, Mauve se tenait assise, seule face à son nécessaire à calligraphie. Sous la dentelle ajourée de sa chevelure, je devinais son regard concentré. Elle releva sa manche avec dextérité et trempa son pinceau dans l'encre. Le chuchotis monotone de la pluie tapissait seul le silence. Une lumière laiteuse tombait par la lucarne sur la table où elle avait étalé le rouleau de papier. Elle ferma les yeux, comme pour puiser en elle la force nécessaire. Puis, elle inspira calmement, et d'un geste fluide, elle traça les premiers caractères de ce qui devait être la suite de l'histoire. Je m'éveillai en sursaut, ces signes encore clairement imprimés dans mon esprit, avec la très nette intuition d'en connaître intimement la sonorité et le rythme. Il ne manquait que le sens,
mais je savais qu'il était là, juste sous la surface du rêve. Pour un peu, j'aurais presque pu la percer avec mon ongle, comme on brise la glace très fine qui recouvre l'eau d'un bassin, à la première gelée. Les mots auraient-ils alors coulé, telle l'encre noire et fluide sous la pression du pinceau? C'est très beau. Bravo. Alors, moi, j'ai juste une petite dernière question pour notre direct, parce qu'on est encore le matin. Et est-ce que les personnes qui sont aux Imaginales peuvent vous rencontrer pendant la journée, aujourd'hui ou demain, si vous faites des dédicaces, ou vous faites des... Oui, vous pouvez me retrouver au chapiteau Place de Lattre. Et à 17h, il y a une table ronde avec d'autres autrices sur le thème récit atypique, autrice et récit atypique. D'accord. Et je pense que ça va être rigolo. Émilie, on vous remercie vraiment beaucoup. Merci C'était très beaucoup. intéressant. Merci de m'avoir reçu. On va vous raccompagner. Voilà.